Hors cadre. Le podcast qui vous parle d'artistes ayant exposé au Centre d'exposition Yvonne L. Bombardier avec la journaliste et artiste Mélanie Noël ainsi qu'André Bilodeau, ancienne chargée de projet de l'établissement. Bonjour tout le monde, bienvenue à Hors cadre. Merci d'être à l'écoute. Notre invitée aujourd'hui est Adèle Blé, qui a exposé au Centre d'exposition en 2018. Adèle est une artiste peintre collagiste de Sherbrooke. À travers cette discussion remplie de douceur, vous allez découvrir comment ces tableaux mettent en lumière des histoires de femmes d'exception. Bon podcast! Bonjour Adèle. Bonjour. Ça va bien? Très bien, toi? Oui. Et vous? Allô? Allô, Oui, allô, salut, André. oui. Donc, on commence à la base. On va partir quand tu étais petite. Tu as eu une enfance qu'on pourrait qualifier non traditionnelle, avec assez peu d'encadrement. Est-ce que ça t'a donné le cadeau de la liberté, peut-être? Ou c'est quoi le côté positif que tu pourrais amener à ça? C'est certain que j'ai eu une enfance très différente. En fait, je ne savais pas, moi, que c'était différent. C'est quand je suis arrivée dans la vraie vie, là, en première année, où j'ai eu le clash, j'ai réalisé que je connaissais aucun code de société, ni comment s'habiller, parce que pour moi, des pantalons, ça allait en dessous d'une jupe, une camisole, ça allait par-dessus un col roulé, qu'on récitait la prière dans la classe. Je ne savais même pas c'était quoi, qu'est-ce qu'on faisait, pourquoi tout le monde se mettait à genoux. C'est certain que je pense que comparativement aux autres enfants, c'est certain que ça m'a permis de croire que tout était possible parce qu'il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de cadre. J'avais le droit de faire tout ce que je voulais. Puis justement, tu sais, peut-être que le fait de ne pas devoir répondre à des règles ou à un cadre, ça m'a permis de développer peut-être ma créativité, mon imaginaire. Je n'étais pas dans un processus de répondre à des attentes. Puis là, ton monde imaginaire développé, ouais. Est-ce que c'était plus dans ta tête ou déjà tu dessinais beaucoup à ce moment-là? Oh, vraiment, c'était partout. Finalement, je me suis retrouvée à faire de la peinture, mais j'aurais pu faire autre chose. Je me réveillais souvent la nuit juste pour être toute seule, juste pour gosser dans mes affaires, changer ma chambre de bar, chanter, me costumer, faire des pièces de théâtre. C'était vraiment, l'univers créatif était là, partout. Le dessin, certainement, mais je pense toutes les formes de ce que j'étais étaient création, tu sais. Puis souvent, quand on se revoit avec les gens qui vivaient sur ma rue, là, on était comme une gang d'enfants là, qui vivaient sur la rue. Puis on était tous des enfants différents qui vivaient dans un quartier complètement différent, mais j'étais la plus différente des autres. J'étais la bizarre de la gang. OK. Mais ça devenait automatiquement tout seul, cette créativité-là, ce besoin-là de costumer, parce que là, tu dis que tu n'avais pas de cadre vraiment. Fait que, tu sais, tu prenais ça où, ces idées-là? Je pense que c'est tellement naturel. Je pense que l'humain, le premier réflexe d'un kid, là, c'est que dès qu'il va avoir un crayon, c'est qu'il va commencer à essayer de raconter ce qu'il vit, de raconter ce qu'il voit. Le geste créatif, c'est un geste tellement, tellement, tellement naturel. Là, après ça, c'est pris par le système scolaire. Puis là, on rentre dans un lieu de performance. Donc, t'es bon ou t'es pas bon. Puis là, t'as le droit ou t'as pas le droit de créer, tu sais, en fonction de tes talents. Mais je pense que le fait de créer, quand on n'est pas dans « fais ta chambre », moi, les affaires de « fais ton lit, fais ta chambre », « ramasse ta vaisselle », appelle un tel. Il y avait juste une chose où ma mère était vraiment pointilleuse, c'était de remercier quand je me faisais offrir des cadeaux. Mais après ça, il n'y avait pas de règle. Fait que c'était juste, fais ce que tu veux. C'est ça, l'absence de consignes puis l'absence d'objectifs à atteindre pour satisfaire les adultes a créé un vide qui te laissait place à l'imaginaire, j'imagine. Oui. Oui, puis en fait, à ce moment-là, ça ne créait pas un vide, ça me permettait du plein. Mm-hmm. J'avais beaucoup d'espace pour être. Tout ce que j'avais besoin d'être. Ceci dit, là, je donne la bonne version. Il y a aussi un autre pendant à tout ça, c'est que ma mère, pour être tellement hors norme, c'était une immense personnalité. Il y a eu quelque chose aussi, des fois, d'envahissant parce que sa personnalité était plus grande que nature pour défaire, aller contre les codes de société. Il faut comprendre, j'ai une famille de politiciens qui étaient des politiciens haut placés au gouvernement canadien, étaient vraiment excentriques, très différentes des autres. Des fois, peut-être, moi, je pense que souvent, je le dis quand je fais l'insomnie, puis je suis assez insomniaque dans la vie, je dis toujours que c'est mon âme qui me réclame. Puis je pense que quand j'étais jeune, il y avait ça aussi de me réveiller la nuit. C'était mon espace à moi qui m'appartenait. J'étais pas... autant j'avais toute la liberté d'être, reste quand même que je partageais ma vie avec une mère monoparentale où des fois, les liens entre fille et mère étaient tellement fusionnels. Il y avait un lien de codépendance aussi. Mm-hmm.
Fait que tu avais l'insomnie créative, tu avais l'insomnie. Tu as eu aussi l'insomnie de doute, si on peut dire. Peut-être avec la confrontation avec la société. Justement, quand tu parles, tu arrives au primaire, puis les gens sont habitués de faire des affaires que toi, tu n'as pas vues. Et ce doute-là, je ne sais pas s'il vient de ça, mais tu es quelqu'un qui doute quand même dans la vie, ce qui n'est pas négatif. Tu remets les choses en question et tout ça. Est-ce que tu penses qu'il y a un bout qui vient de ça? Puis qu'est-ce que ça t'apporte, le doute, dans ta création et en tant qu'humaine? Je pense pas que ma personnalité est avant tout dans le doute ou dans l'anxiété. Ceci dit, quand je fais les choses, je me questionne après souvent si j'ai bien fait ou pas. Très soucieuse des gens, de plaire aux gens, de faire attention à ce que les gens soient bien. Ceci dit, je commence à catcher là, à 40 ans, je ne pourrais pas plaire à tout le monde et que je dérange. Puis même si j'essaie de plaire, là, ça me joue des tours parce que là je suis fine au début, puis là, je me respecte pas. Puis là, je veux pas paraître... c'est pas l'affaire, je me respecte pas. Mais c'est juste que des fois, je n'étais même pas en contact avec mes propres besoins. Puis là, il y a un moment donné où je tire la plug parce que je dis, mais je suis allée trop loin. Fait que j'apprends là à comprendre que je peux décevoir. Ceci dit, mon doute est beaucoup venu avec le fait que je voulais jamais déplaire personne. Puis je ne pouvais pas être intègre parce que tout mon travail, c'était d'essayer de plaire aux autres. Fait que c'est comme si, finalement, en te le disant, là, je réalise, comme le fait de ne pas avoir de règles quand j'étais jeune, de pouvoir être tout ce que je voulais. Quand je suis rentrée dans l'autre monde, bien, les règles que je me suis imposées, c'était le cadre, c'était les autres. Donc, répondre aux attentes des autres, pas aux attentes tant que ça de la société. Oui, c'est clair, c'est bon. Mais c'est parce qu'à un moment donné, je pense que toujours le fait d'apprendre à dire non, c'est déjà pas évident, surtout quand on est dans un contexte où on veut absolument que les gens nous aiment, mais on dit oui à tout, là, tu sais, là. Bien, c'est pas... tu sais, je le réalise là, avec l'adolescence de mon gars, tu sais, que c'est pas payant de dire oui tout le temps, là, ou en bout de ligne. Puis c'est pas parce qu'il faut nécessairement mettre ses limites ou quoi que ce soit. C'est qu'il faut être intègre, il faut être en cohérence avec qui on est. Puis c'est quand on dépasse notre lieu de cohérence, puis après ça, c'est que le lieu de cohérence de chacun est parfait. Puis ça, c'est ça. Puis des fois, peut-être ce que j'aurais à reprocher au cadre de société, c'est qu'il faut un moule. Il y a comme une façon d'être ou une façon de penser quand on est multiple. Puis c'est ça aussi qui est beau. Puis après ça, notre authenticité, nos zones de confort sont parfaites pour tous. C'est juste qu'après ça, des fois, il y a des associations qui se font bien avec certaines personnes puis d'autres moins. As-tu déjà pensé que tu sais autre chose qu'artiste? Moi, je relisais dans mes livres d'enfants, là, j'ai voulu être caissière. Je trouvais que les pitons, là, ça a été vraiment intéressant. Joueuse de hockey, vagabonde, avocate. J'avais beaucoup d'options variées selon les âges. Toi, as-tu déjà pensé à être autre chose qu'une artiste ou ça allait de soi? Être autre chose. J'ai jamais pensé. Ma mère n'avait pas de travail. Son travail, c'était de sa croissance personnelle. C'était ça, son travail à temps plein. C'était de penser à sa croissance personnelle. Puis ça fait que j'avais pas de référence de job, vraiment. Avoir du plaisir, je pense que c'était ça. C'était comme, je me voyais avoir du plaisir, puis je me suis fait tatouer dans le cou une espèce d'affaire étrange là, qui est un mélange entre un escargot et un flambeau olympique, là. Puis, c'est vraiment une drôle d'affaire, mais je me rappelle de l'avoir mis dans mon cou à 30$ au Le Rock sur la rue King en me disant, je me fais une promesse que je vais toujours faire un travail qui m'empêche, qu'avoir un tatou dans le cou ne pourra pas me nuire. Donc, c'était comme une espèce de promesse, je vais faire quelque chose qui est ouvert, qui est libre. Mais non, j'ai jamais rêvé une carrière. Non. Tu ne voyais pas autant de loin en avance? Bien, ça n'existait pas chez moi. Ouais. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas de cadre, pas de travail. C'était... Mais tu as commencé à gagner ta vie avec ton art automatiquement? Oui. Ah, wow! Oui. C'est vraiment un coup du... Tu sais, bien, ça se dit, je le sentais, tu sais, je le voyais. Parce que ce qui est arrivé quand j'étais en maternelle, je suis rentrée à l'école Brébeuf à Sherbrooke. Là, en maternelle encore, il y a un peu de mou, là. Tu sais, il y avait de la liberté, j'avais pas trop compris que j'étais différente, mais l'enseignante a appelé ma mère, Madame Thérèse, a appelé ma mère pour lui dire, il faut que je vous rencontre, il y a un problème avec Adèle. Puis quand ma mère est arrivée, les petits dessins de tout le monde étaient sur les murs, mais elle a sorti le mien de son tiroir en lui disant, ça n'a pas d'allure, elle n'est pas propre, elle a un problème. Puis c'était, c'est souvent au primaire, tu as ça, là, toutes des petites affaires déjà prédécoupées, là, mais moi, j'avais coupé mes trucs
moi-même, un peu tout croche. Puis tout le monde avait collé son petit bateau, sa petite voile à plat. Moi, ce que j'avais fait en 3D. J'avais monté, puis là, avec les petits poissons qui sautaient, puis tout, puis le Oh bateau. mon Dieu! Mais c'était tout cochonné de colle, tu sais, évidemment. Puis la prof, elle, ce qu'elle voyait, l'enseignante, c'était « j'étais pas propre ». Ma mère, ce qu'elle a vu, c'est « mon Dieu, elle est donc bien créative ». Puis ça, je la salue, ma mère, d'avoir fait ça, parce que même moi, comme mère, des fois, je pense que j'aurais demandé à mon enfant d'être plus propre. Elle, ce qu'elle a fait, elle a dit « mais c'est elle qui a un problème ». Elle est allée voir la direction, puis elle a demandé que je change de classe, je change d'enseignante, parce qu'elle c'est elle qui n'a pas compris la créativité de ma fille. Oh, fait que t'es partie d'un dessin ou un collage caché dans un tiroir à une carrière de... Oh, wow, c'est vrai. beau, hein? Ouais. C'est vraiment beau. Ouais. Puis est-ce que tu te rappelles la première toile ou le premier dessin que tu as dit, ça, c'est moi, tu sais, comme je me reconnais, tu sais, ça va être un peu ma signature parce que tu as vraiment une signature. On reconnaît du Adèle Blais quand on voit du Adèle Blais. Tu te rappelles-tu la première fois que tu as fait comme, OK, tu sais, j'ai fait des essais, là, ça c'est moi. Oui, mais je dirais, je me souviens quand j'étais à Québec, j'ai fait un tableau sur une toile de fenêtre, là, les toiles blanches. C'est avec de l'aquarelle, je ne sais pas comment ça faisait pour tenir. Puis c'est un très, très grand tableau, puis c'est une femme nue, assise sur une terre avec des valises, puis ça s'appelle Le Voyage. Je pense que, tu sais, c'est ça, tu me demandais ce que je voulais faire dans la vie. J'ai toujours su que je voulais faire des voyages. Je me rappelle, je m'étais fait tirer les lignes de la main par ma prof en 6e année, la prof, en fait, la voisine, puis elle avait dit « Ah, tu vas faire beaucoup de voyages ». Puis ça faisait partie de mon identité. Ça, je le savais. Mais ça, je sais que je l'ai retrouvé dernièrement, ce tableau-là. Puis franchement, tu sais, je suis capable de reconnaître qu'il y a des qualités dans ce dessin-là. Je ne sais pas comment on l'appelle, là, Après, c'est vraiment quand je suis revenue à Sherbrooke, après avoir passé un temps à Montréal, je suis revenue 2 ans à Sherbrooke, puis c'est là que j'ai fait les premiers tableaux. Puis c'est ça. Mais oui, ça se ressemble depuis toujours. Puis c'est une signature qui m'est venue assez naturellement. On dirait que c'était ma façon d'exprimer ce que je ressentais en dedans. Puis il y avait des parties un peu... avec du recul, il y a des choses qui se passaient dans ma vie à ce moment-là qui sont dans le tableau, mais je m'en étais pas rendu compte en le faisant. Puis c'est encore ça aujourd'hui. Oui. Ouais. Il y a une question que j'ai depuis tantôt. Quand tu t'es rendu compte à l'école que tu étais différente, tellement différente des autres, tu le voyais-tu comme un côté positif ou comme un côté négatif? Négatif. Ah ouais? Négatif. Mon enfance, j'ai pas toutes les étiquettes qu'on associe au fait d'être enfant, je les avais pas. Fait que je rêvais d'une vie normale. J'ai trouvé ça super difficile. Je me rappelle quand j'étais en première et 2e année. En fait, en première année, j'ai essayé de me tuer. Mon enseignante, c'est une sœur qui était vraiment, vraiment, vraiment maligne. Puis elle m'avait pris en grippe parce que j'étais trop bizarre, puis j'étais pas tellement bonne en français et tout. Puis à la dernière journée d'école, on est allé se baigner chez Mélanie Gauthier. Puis je savais pas nager. J'ai regardé Madame Jeannette dans les yeux, puis je me suis pitchée dans la piscine, mais je savais pas nager. Puis je savais que c'était pour la punir, elle, parce qu'elle m'avait fait vivre l'enfer, parce que c'était trop gros comme enfant pour moi. En tout cas, je pense de réaliser que je comprenais rien de ce qui se passait. J'apprenais à écrire, je comprenais rien de l'écriture, je comprenais rien des chiffres, je comprenais rien du système dans lequel j'étais. Puis l'année suivante, je me rappelle d'avoir beaucoup fait des chansons à Jésus. J'allais au piano puis je chantais des chansons à Jésus, puis je lui demandais de venir me chercher puis m'envoyer dans une famille normale. Puis adolescente aussi, tu as souffert d'être peut-être différente ou de venir d'un milieu différent? Ou quand est-ce que le switch s'est fait que tu as dit, bon, c'est une richesse peut-être? Adolescente, c'était pas si pire. Adolescente, je pense que l'affaire, c'est... Je pense que finalement, ma force, c'est que j'étais capable de passer dans tous les groupes, que j'appartenais pas à une... C'est drôle, je me suis fait une réflexion dernièrement par rapport aux cliques. Il y a des groupes, puis une clique, c'est que t'as 2-3 personnes chefs qui sont servies par cette clique-là, puis qui installent une espèce de climat que si tu ne parles pas ou tu dis pas comme eux, t'es pas accepté. Tu fais pas partie de la gang. C'est une clique. Puis il y en a encore beaucoup, même en âge adulte. Un groupe, c'est pas ça. Un groupe, il y a quelque chose d'ouvert où, tu sais, après ça, tout le monde est accepté dans ses différences. Je pense que j'ai jamais aimé les cliques, mais j'étais dans beaucoup de groupes. Je pense que ça m'a servi, ça. Puis finalement, tu sais, je voyais le côté positif de ne pas être attachée à justement une étiquette quelconque. Je m'identifie pas même comme artiste. Supposons que tu me demandes, je suis qui? Je vais pas dire je suis une artiste. Oui, si c'est un contexte où il faut parler professionnel, mais je me sens... C'est pas ça. Je suis d'abord... Présentement, moi, je fais une vie de service. Je suis au service d'une œuvre qui est plus grande que moi, puis
ça passe à travers l'art, ça passe à travers mes enfants, à travers les relations que j'ai. Mais je ne suis pas très attachée aux étiquettes. L'adolescence, en fait, je pense que mon coup, ça a été le plus gros, ça a été dernièrement parce que finalement, pour pallier au fait que je voulais tellement être une fille ordinaire, bien, pas ordinaire dans le mauvais sens, mais normale. Je me suis mis en ménage avec un homme super, mais qui venait justement de ça, d'un cadre très, très, très... Il y avait 2 voitures propres, stationnées bien, une à côté de l'autre, devant la maison, parfaite, avec... tout était parfait. Les 3 enfants étaient parfaits, ils s'habillaient bien. Ils Le faisaient les rêve bons que tu sports. avais toujours voulu. Ouais, ouais. Puis finalement, ben, ça a été correct, tu sais, ça a été super, mais j'ai réalisé que pour convenir à ce modèle-là, qui n'est pas le mien, je devais faire trop de compromis sur qui j'étais. Tu as sûrement vu que même dans une maison où il y a 2 voitures, tout le monde a ses failles, ses problèmes. De vue de l'extérieur, toi, c'était loin, c'était comme parfait, la photo parfaite. Mais évidemment, quand on s'approche, souvent, on voit que on a tous c'est nos ça, défis. puis c'est pas parfait nulle part, puis c'est correct. C'est juste que pour moi, faire le chemin vers cette réalité-là, il y avait trop de compromis à faire pour moi. Mais pour quelqu'un d'autre, ce serait parfait. Mais il fallait que tu l'essayes quand même. Oui. Pendant 20 ans pour de temps. le comprendre. Oui. Mais puis pour m'en sortir, des fois un peu fâchée aussi, parce que tu ne sors pas d'une grande relation comme ça avec des pétales de rose. Là. Je suis sortie de là fâchée après lui, mais c'est juste injuste, mais fâchée après moi d'avoir fait autant de compromis. Je réalise qu'il y a plein de choses que j'aurais pu faire, mais j'étais tellement dans le désir de répondre aux cases, aux checklists, tu sais, parce que ça venait... Ce modèle-là, je pense, vient avec des checklists. Je me rappelle que tu m'as déjà dit comment tu étais contente d'avoir signé une hypothèque. Tu sais, comme j'ai jamais vu quelqu'un de contente comme ça parce que c'était un symbole, tu sais, du bungalow que tu parlais tantôt. Là. C'est comme le banquier, tu avais signé devant lui, puis c'était... fait que c'est, en tout cas, c'est... Oui. Mettre mon nom à quelque part. Avoir une possession aussi. Tu sais, je viens d'un milieu où avoir une poupée Pouchou, ça avait pris 2 ans avant d'avoir ma poupée Pouchou. Quand je l'ai reçue, elle était blonde aux yeux bleus, il s'était trompé. Moi, je voulais une fille qui me ressemblait, donc brune aux... Puis elle est arrivée blonde aux yeux bleus, puis j'étais déjà rendue en préadolescence. Tu sais, mais on n'avait pas d'argent. Au niveau de tes toiles, de tes thèmes, tu sais, plus jeune, tu as fait des hommes, tu as fait des animaux, tu as fait même des paysages ou des natures mortes. Bon, avec le temps, tu t'es concentré sur le portrait. Puis je dirais même le portrait comme, me semble dernièrement, tes femmes sont vraiment plus le visage. Est-ce que, puis bon, les femmes, mais avant les femmes, le portrait de proche, qu'est-ce que ça l'amène par rapport aux animaux? Tu sais, comme comment tu t'es rendu jusqu'au portrait, comment on dit ça? Grand plan? Gros plan? Plus rapproché. Oui. En fait, c'est sûr qu'au début, quand j'ai commencé à peindre, bon, ce style-là est venu naturellement. Je pense que j'avais le désir de vendre. Les animaux se vendaient facilement. Aussi, les expositions que je faisais, c'était souvent dans le village à Montréal. Faire des hommes, ça plaisait aussi. Je me faisais beaucoup demander des hommes. Fait que j'en ai fait beaucoup, mais mon élan à moi, naturel, c'était pas ça. Tu sais, quand je parlais, j'étais au service de quelque chose de plus grand. J'ai compris dernièrement que mon mandat, on a tous des mandats, hein, puis à différents niveaux, mais c'est de raconter l'histoire, la moitié de l'histoire de l'humanité. Puis c'est pas tant un projet, je dois le dire, féministe, c'est plutôt un projet humaniste. Puis c'est drôle parce que je l'ai entendu aujourd'hui dans une petite vidéo, puis c'est vraiment ça, c'est juste raconter la moitié de l'humanité qu'on connaît trop peu. Donc, c'est pour ça que je me rapproche. La femme rapproche de son histoire. Il y a un portrait plus intime. Puis, je me suis éloignée de moi aussi. Au départ, je pense qu'il y avait quelque part où je peignais un peu... le jeu émergeait beaucoup. Je faisais des corps, puis c'était plus en lien avec moi. Tandis que là, je choisis les femmes en fonction de quelque chose qui se passe dans ma vie. Puis ça, c'est drôle parce que je le vois, là. Si je suis dans une période dans ma vie où je ne suis pas capable d'assumer ce que cette femme-là a à m'enseigner ou à me léguer, je suis incapable de la peindre. Mais je suis au service de ça. Ça passe par moi, c'est moi qui signe en dessous. Puis j'ai réalisé que là, je t'ai invitée ici, j'ai l'honneur d'avoir cette tribune-là. Mais c'est toujours pour raconter l'histoire de ces femmes-là. Quand tu parles, là, c'est pas un hasard quelle femme tu peins à tel moment.
Mettons, c'est ça, si tu as besoin de force, tu vas peindre une femme forte. Si tu as besoin d'une sensibilité, tu vas prendre une femme sensible. C'est-tu un peu ça que tu veux dire ou c'est moins concret que ça? C'est... on dirait qu'ils viennent des fois à moi aussi, c'est elles qui me choisissent. Ils doivent avoir, oui, c'est ça. Ouais. Je pense que ça doit venir pour te dire, oups, là, j'ai besoin de ça, tu sais. Ça te fait réaliser probablement que tu es rendu là dans ta vie puis qu'elle, elle va t'apporter ça. Là. Ouais. Oui, puis il y a quelque chose que j'ai développé, le fait de ne pas avoir de cadre ou de structure, tu sais, puis je vais juste préciser, c'est que j'étais allée à les collectifs à ce moment-là, il n'y avait pas de livre, il n'y avait rien. Pendant 3 ans de temps, j'ai fait du dessin, j'étais arrivée en 6e année, j'étais niveau de 3e année au niveau académique, j'ai doublé, puis il a fallu que je reprenne tout mon retard. Mais le fait de ne pas avoir cette structure-là, j'ai développé l'intuition, je pense, pas mal. Puis l'intuition, en fait, c'est une forme d'intelligence qu'on devrait reconnaître un peu plus. C'est que tu pognes des couleurs, des époques, des sensations, des conversations, quelque chose que tu as entendu à la télé. Puis c'est comme tu ramasses ça, puis c'est comme plein d'épaisseurs une par-dessus l'autre qui, tout d'un coup, comme des acétates qu'on mettrait une par-dessus l'autre. Puis là, tu as un nouveau portrait qui est là. Puis c'est comme dans notre société aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de difficultés avec l'incertitude. On ne peut pas tolérer, si on ne peut pas le calculer, si on ne peut pas le mettre 1 + 1 égale ça, on dirait que ça n'a pas de valeur, mais ça a beaucoup de valeur, l'intuition. Donc, c'est vraiment avec l'intuition que ces femmes-là, je les choisis, puis ces femmes-là viennent à moi. Puis, c'est vraiment en fonction de quelque chose que j'ai de besoin. Des fois, je ne le sais pas, puis c'est en la faisant, je fais « Ah, ben c'est ça qu'elle avait à me dire. Puis, chaque femme répond à l'autre. Fait que, à chaque fois que j'en fais une, va m'amener vers une nouvelle femme, puis une nouvelle découverte, puis un nouveau partage. Puis, y en a-tu une qui te fascine au-delà de toutes les autres, là, que si tu avais une vie à vivre, tu choisirais de vivre la vie de celle-là? Non, je voudrais pas. Non. Ils ont tellement eu des vies tough, là. C'est vraiment... en fait, la vie que je vis présentement, c'est un privilège. Les femmes avaient pas les mêmes droits juste parce qu'elles étaient femmes. C'était pas facile. Toutes celles qui ont réussi à émerger, ils ont été obligées, un peu comme ma mère, de devoir être excentriques jusqu'au bout des doigts pour passer au travers. Les femmes qui étaient conformes, qui ne pouvaient pas passer au travers. Une que j'admire particulièrement, peut-être la seule, c'est Thérèse Casgrain, qui est une politicienne, mais tellement d'exceptions, d'un panache incroyable, d'un étoffe fabuleux, puis on la connaît pas, puis c'est une femme ici du Québec, qui est celle qui a fait passer le droit de vote des femmes après 20 ans de travail acharné, qui s'est présentée 6 fois aux élections avant d'être finalement élue à la tête du nouveau parti démocratique. C'est une femme qui était éloquente, brillante et qui tombait pas dans le jugement. Elle était toujours dans la défense des droits, la défense des injustices. C'était pas une affaire de femmes, mais c'est juste que souvent les femmes vivaient plus d'injustice, mais elle défendait aussi des conditions pour des hommes qui étaient injustes. Elle. Tu disais qu'il y avait des politiciens dans ta famille. Ouais. C'est-tu quelque chose que toi, ça pourrait t'intéresser? Là? Tu parles de Thérèse Casgrain? Oui. Non, je ne serais jamais capable. Tout le monde qui parle contre moi, je ne pourrais pas y arriver. Mais ma grand-mère a été une des premières femmes en politique dans le nord de l'Ontario. Puis, pas mal de politiciens. C'est certain, mais ce que je fais, il y a quelque chose de politique aussi, de plus en plus. Je suis politicienne, mais d'une autre façon. Sans aller aux urnes, non. Sinon pour voter. Sinon, tu parlais que tu n'aimais pas trop l'école, mais pourtant, tu y retournes maintenant adulte faire des ateliers souvent. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que les jeunes t'apprennent ou qu'est-ce que tu essaies de leur apprendre? Comment ça se passe, les échanges entre vous? C'est tellement cool parce que quand j'arrive, puis là, c'est ça, c'est que maintenant, j'ai le droit de dire ce que je veux. Puis j'ai décidé, là, puis là, c'est un témoignage que je vous fais ici en même temps, là, j'ai décidé de parler et de ne pas arrêter. C'est drôle parce que dans Thérèse Casgrain, il y a ça. Quand elle a commencé à parler, elle n'a plus jamais arrêté. Je vais déplaire, peu importe. Puis je le vois quand je vais à l'université. Je bouge beaucoup à l'université de Sherbrooke dernièrement à faire des présentations. Puis quand j'arrive avec mon français gras, parce qu'il est comme ça, mon français, j'ai essayé de le faire plus haut perché parce que des fois, les gens me disaient, mais c'est une démarche, de ci, de ça, utilise. Puis là, j'essayais, mais c'est que là, je devenais dans une posture où je voulais me placer comme en espèce de... pas d'autorité, mais je voulais être éloquente, intimidante. Je suis pas ça. Je suis vraiment pas ça. Pas ça du tout. Fait que tout était faux. Puis, supposons mes plus grosses angoisses, mes plus grands doutes, mes plus grosses attaques de panique, c'est quand j'ai essayé d'être ça. Mais quand j'arrive, puis je suis juste moi, que je parle avec mon français gras,
puis que je suis fâchée, puis que là, j'émets des opinions, que je dis que la création, c'est quelque chose, c'est un geste naturel. La structure scolaire est vraiment, vraiment vieillotte. Ça date des années 20. C'est le temps qu'on réfléchisse autrement. C'est la créativité. On le voit là avec la pandémie. Ceux qui n'étaient pas créatifs, ils ont eu de la difficulté à s'en sortir. C'est un drame qu'on prive les jeunes de créativité en leur enlevant les cours de musique, les cours d'art, en mettant que des mathématiques. Puis c'est pas pour tout le monde. Les petits gars qui font plus de sport, même les petites filles, tu sais, c'est tellement important. Puis on les garde beaucoup à la maison aussi. On devient inquiète, tout. On a peur du monde. On veut qu'ils se tiennent avec nous autres. On veut que ça devienne nos amis. C'est pas ça. La job d'un kid, c'est d'aller dehors, de rebeller ses parents, de découvrir le monde par lui-même, puis d'être créatif, de construire des cabanes avec des scies et des clous, puis c'est dangereux. Donc, quand je vais dans les écoles... Y a des fois des commentaires de justement après, comme des ateliers comme ça qui te surprennent ou qui te touchent, que tu te dis, bon, il y a peut-être une petite Adèle ou un petit garçon qui se sent pas dans la clique, comme tu disais, puis que là, tu lui donnes confiance ou je sais pas. C'est comme si le fait, puis je me rappelle, moi, je l'avais eu aussi, on était allé à TVA, puis j'avais rencontré France Baudouin, puis je m'étais dit, elle, je la vois à la télé, mais elle existe pour vrai. C'est tout d'un coup, c'est de comprendre que ça existe pour vrai, qu'il y a des gens qui font des choses pour vrai, qui sont pas... Ça pour dire que quand j'arrive devant une classe, puis à cause de... je suis un peu connue, la crédibilité que j'ai, puis la portée de ma voix, puis c'est toute la nouvelle série qui s'appelle Forte, ça a été ça. Je suis arrivée chez ma thérapeute, je me suis assise dans sa chaise, puis j'ai dit, il y a de quoi qui vit en dedans de moi, qui a besoin de crier, qui a besoin d'être dit. Puis dans mon réflexe, j'avais toujours l'impression que je n'étais pas assez intelligente, que j'étais pas, parce que je n'étais pas bonne à l'école, je n'étais pas une académique, je donnais mon bâton de parole aux autres. Puis là, il y avait une source de frustration, puis c'est pas que les autres n'étaient pas bons, puis que leur bâton de parole n'était pas écœurant, mais c'est que c'était pas ton message. C'était pas le mien. Puis c'est que l'affaire, c'est que ça fait qu'il faut que je me mette de l'avant aussi, il faut que j'accepte le fait que là, c'est moi qui est invitée, puis il y avait comme dans la culture dans laquelle j'ai grandi, c'est qu'il faut pas que tu t'attaches à ça ou faut pas que tu veuilles ça ou ça le... C'est que là, il y avait tout un espèce de débat à l'intérieur de moi. Faut que tu sois petite, faut pas que tu le montres, mais en même temps, ça urge, ça me bouille. Puis c'est ça, puis c'est avec Maria Callas, une chanteuse d'opéra qui avait une voix incroyable, qui passait d'une note très haute à une note très basse, qui avait porté sa voix loin dans les oreilles des gens, c'est incroyable. Fait que Forte, c'est comme ça que c'est venu. Tout à l'heure, tu parlais que c'est drôle parce que là, tu fais des femmes, tout ça, mais tu sais, comme avant, il y avait beaucoup de toi dans tes toiles. Puis là, tu rends hommage, puis tu prends aussi de certaines qualités des femmes à qui tu rends hommage. Mais ma question est, est-ce que je me trompe ou tu n'as jamais fait d'autoportrait? Parce que c'est ça, en faisant mes recherches pour t'interviewer, je regardais, tu sais, Picasso a fait tout au long de sa vie, le premier à 15 ans, le dernier à 90 ans, Van Gogh, Rembrandt, tout ça. Puis même Frida, à qui tu rends hommage, je lisais que je pense plus que le tiers de son œuvre sont des autoportraits. Pourquoi tu n'as jamais eu envie? Ou, tu sais, comme, c'est-tu une pudeur? C'est-tu une gêne? C'est-tu une modestie? Est-ce que ça va arriver, peut-être? Pas d'intérêt. Pas d'intérêt pour toi? Non, pas pour moi. Non, ça m'intéresse pas de peindre. Puis ceci dit, c'est comme Frida, ça fait vraiment partie de sa démarche. Puis c'est qu'elle racontait sa vie, puis à travers... C'est une époque où elle parlait de la douleur. De son corps. De son corps, mais aussi de sa douleur psychologique, aussi psychique, tu sais. Non, je pense qu'il y a quand même beaucoup de moi, malgré tout. Juste de pouvoir signer un tableau, c'est pas rien, tu sais. Mais tu ressens pas le besoin ou l'élan de... Puis c'est drôle, je me suis souvent fait poser la question. C'est pas dans le sens... mais peut-être qu'un jour, peut-être que j'en ferai un. Mais c'est pas quelque chose qui Non, c'est tellement le fun. Il y a tellement de gens super intéressants qu'on connaît pas. Puis l'idée, c'est que, tu sais, j'ai toutes ces tribunes-là pour raconter toute ma vie, tu sais. C'est écœurant. Je dis quel privilège. Fait que dans le fond, moi, je donne la visibilité à d'autres. Puis c'est ça mon plaisir. Ouais. Quand je découvre une femme, je la trouve écœurante, puis là, je la partage, puis que je vois que ça résonne chez d'autres, puis tout.
c'est ça que je voulais faire. Sinon, qu'est-ce que le temps t'a amené de beau? Comme l'âge, tu veux dire. Là, Oui, le temps qui passe. Je pense que c'est peut-être me défaire de l'envie de plaire à tout prix. La notoriété, là, je ne suis pas grande, pas l'immense notoriété, mais la notoriété que j'ai en peinture me donne quand même de plus en plus l'espace. Je m'autorise à dire de plus en plus ce que je pense puis ce que je vois. Que je réalise aussi qu'en faisant attention, puis c'est drôle parce que là, avec mes projets, je suis aussi productrice. J'apprends à être une entrepreneur, une patronne, j'apprends à travailler avec des gens. Je trouve pas ça toujours facile parce que je suis habituée de travailler seule. On est complexe, les humains, on est magnifiques, mais on est complexe aussi. C'est ça, c'est la patience peut-être aussi. Mais c'est comme c'est beau, puis à la fois, c'est difficile de vieillir. Je trouve ça beau, puis en même temps, je me dis, mon Dieu, mais quand j'étais jeune, tout ce que j'ai pu faire que j'ai pas fait. J'ai quand même des regrets des fois. J'étais tellement prise d'anxiété ou de plein de choses qui finalement, je réalise sont tellement futiles comme l'apparence physique. Combien de temps j'ai passé à m'haïr quand finalement c'était complètement inutile puis que j'étais probablement à la plus belle période de ma vie, ou la plus belle, il n'y en a pas de plus belle, mais ça, c'est capoter les filles, combien qu'on passe de temps à s'haïr. Ah, c'est débile. Ouais. Ça, c'est ça. Puis on le voit, moi, ça me fait capoter parce que je me dis, on est tellement privilégiés d'être à notre époque comme femmes. Puis là, je vois ce qui se passe avec les réseaux sociaux où les femmes, nous-mêmes, on se soque, on se renvoie, on s'est créé un piège avec les selfies, avec les filtres, avec les grands yeux, avec le petit nez puis la belle bouche, avec tout ce besoin-là de témoigner tout ce qu'on fait dans notre journée, ce qu'on a mangé hier, avec qui on était. Je vais en vacances, je perds la tête. Je vois particulièrement les filles qui passent leur temps devant leur téléphone ou à se faire des selfies. Puis je me dis, mais je peux pas croire qu'on retourne juste dans une affaire d'apparence puis de quoi j'ai l'air. Puis c'est même pas vrai. Puis j'ai constaté que plus les gens y posent sur Facebook, plus ils vont comme de la marde, souvent. Ils vont même pas bien. Puis souvent, ils vont te montrer une vie comme absolument incroyable. Puis c'est comme, tu sais qu'au fond, le couple est en train de péter, mais sur les réseaux, ils te montrent combien ça va bien. Puis je me dis, c'est grave, là. Mais ça prend du temps. Il faut avoir le temps de faire ça. Fait que si on a le temps d'être sur les réseaux sociaux à journée longue, ben c'est parce qu'on n'a pas d'autre chose à faire. On n'a pas tant de vie que ça, je pense, en quelque part. Tu as raison, André. Ouais. On n'est peut-être pas en train de nourrir des liens pour être plus enrichissant, profond. Tout ça. Tu sais, là, c'est un écran quand même. Là. Mm-hmm. Fait que, comment tu essaies justement, par rapport à ta fille, mettons, par rapport à la gestion de l'apparence physique, comment qu'on change ça chez nos enfants pour qu'ils soient moins nounounes que nous? Qu'ils passent moins de temps à s'inquiéter de ça? Leur parler, leur dire les vraies choses. Moi, j'ai pas beaucoup de cheveux. C'est un drame parce que comme fille, c'est vraiment le fun quand tu as des beaux grands cheveux au vent. J'aurais rêvé de ça. Puis il y a des fois où je remercie le fait de ne pas avoir beaucoup de cheveux parce qu'il a fallu que je pousse sur autre chose, que je pousse sur ma personnalité. Puis aujourd'hui, ma personnalité me sert beaucoup plus que des cheveux longs. Mm-hmm. Puis j'ai vu le drame des filles qui s'identifiaient à la beauté. Puis c'est que l'affaire, c'est qu'il y avait tellement beaucoup d'attention en fonction de leur physique que quand elles vieillissent, c'est tough. Puis là, ce besoin-là, encore de cultiver, puis « Hey, tu m'as-tu vu? » Puis c'est celle qui, souvent, le gros piège de tous les filtres, puis tout d'un coup, tu as une police épaisse de quand tu avais 20 ans, puis tu les croises dans la rue, puis tu as un choc, tu sais, c'est troublant, puis j'ai plein d'amour, puis j'ai plein d'accueil, mais c'est un système qui est dangereux. Puis tu as raison que quand tu passes, c'est tellement énergivore, parce que quand tu mets ta photo, c'est pas juste de prendre ta photo, c'est de voir puis de répondre à tous les commentaires. Tu parlais de tes cheveux tantôt. C'est pour ça que tes femmes, ils ont beaucoup de cheveux? Probablement. C'est vrai, des peignures, là, tu sais, là, probablement. superbes, là, tu sais, là. Oui. Oui, parce que c'est un signe de féminité. Quand j'étais jeune, tout le monde pensait que j'étais un gars, tout le temps. J'étais comme... parce que j'avais pas les cheveux longs, j'avais des petits cheveux courts. Ouais. Fait que oui, probablement. Mais tu sais, en même temps, si le fait de ne pas avoir ces cheveux-là, ça m'a permis de faire des gros cheveux de même sur mes bonnes femmes puis d'être rendue là, je me dis, c'est peut-être pas si pire finalement. Ton fantasme, ce serait de voir une de tes toiles sur quel mur?
Oprah Winfrey. Oui! Moi aussi, je l'aime. C'est sûr que c'est Oprah. L'autre fois, mon chum, il travaille avec un homme qui travaille avec Deepak Chopra, qui travaille avec Oprah. Puis là, quand je me suis installée... T'es à 3 degrés. Oui! c'est bon. C'est géant. Oprah, c'est tout. Oprah, supposons que son approche, tout ce qu'elle fait, je me colle. Tu sais, elle se place de l'avant. Elle fait des networks, elle se place de l'avant, mais toujours au service de quelque chose d'autre. Puis ça, c'est Oprah. Oprah, c'est... Mais tu vas la peindre, Oprah? Écoute, le premier tableau que j'ai fait, c'était... Je m'étais inspirée d'Oprah, mais c'était vraiment pas réussi. Okay. La première fois de ma vie que j'ai dit, je vais devenir peintre, je suis allée prendre un verre avec mon chum de l'époque, puis un de mes amis. J'ai dit, un jour, je vais rencontrer Oprah. J'ai un frisson. Ça va arriver. C'est sûr que c'est 3 degrés, c'est si proche. Écoute, puis là, j'ai Oprah petite parce qu'il y a toute cette affaire-là où il y a comme une partie de moi où j'ai voulu bouder mon enfance parce que c'est tellement omniprésent dans tout. Puis là, je voulais être une femme avec une maison propre puis des voitures propres puis être éloquente parce que j'ai encore ce désir-là des fois en moi. Puis là, dernièrement, j'ai cassé, je pense, avec la pandémie, avec ma grosse séparation aussi. J'ai cassé avec ce modèle-là puis je retrouve un peu plus mon essence à moi. Mais, je ne sais plus ce que je dis. La petite Oprah? Oui, c'est ça, je suis revenue. Oui, c'est ça. Puis là, quand j'essaie de faire Oprah adulte, on dirait que ça résonne moins. Mais là, j'ai la photo d'Oprah petite. Puis je me dis, c'est peut-être là. Ça allait faire l'enfance. Puis son dernier livre, c'est les traumatismes de l'enfance sur le cerveau humain. Ça fait que je trouvais que c'était cohérent. Ça résonne. Mm-hmm. Vraiment. Comment l'art peut changer le monde? L'art a toujours changé le monde. Ça a toujours été partie prenante, puis je comprends pas comment ça qu'on comprend pas que c'est important. C'est tellement important. Ça a toujours été là, les peintres, les sculpteurs, les auteurs, les gens qui écrivaient des livres, les poètes. L'art, c'est humain. Ça fait partie de qui on est. Comme la parole, je comprends pas pourquoi qu'on compute pas là-dessus. On fait fausse route. Je suis convaincue qu'on fait fausse route. On a besoin de toujours plus. Mm-hmm. Quand j'ai fait l'exposition ici en bas, qui était une exposition, les fragments de folie, mais c'était mon exposition des sublimes. C'était la première fois que je faisais une série de femmes comme ça qui avaient existé pour vrai. Je me rappelle quand je suis rentrée dans la salle, c'était tellement beau. J'ai pleuré. J'ai pleuré parce que c'était plus grand que nature, puis c'était la Virginia Woolf qui côtoyait Simone de Beauvoir, puis Camille Claudel, puis mon Dieu, toute la gang, là, Joséphine Baker. Puis je me rappelle, j'étais justement à la fin de ma relation de 20 ans dans cette relation-là où j'avais essayé de remplir le checklist, puis j'arrivais à la fin, puis la case que j'avais pas vue, c'était être soi-même, être bien avec soi. Puis ça, j'avais tout le reste de rempli, mais celui-là, ça rentrait pas. Puis quand j'ai parlé devant, j'avais pas de kit pour le vernissage. C'est drôle, hein, j'avais super émotive. J'avais pas de kit pour le vernissage, puis c'est juste la journée avant, je me suis dit, je sais, je vais le trouver. Puis t'étais tellement belle. J'ai trouvé là. une robe blanche. C'est vrai. Ah, c'était vraiment beau. J'ai trouvé une robe blanche, puis je le savais, puis en venant ici en voiture, je savais que c'était ma robe de mariage. Puis c'était pas un mariage avec quelqu'un d'autre, c'était un mariage avec moi-même que j'allais faire. Puis devant tout le monde, je m'avais juré fidélité, puis une promesse à moi-même de m'être fidèle à moi. Puis c'est pas contre les autres, c'est juste d'être heureuse. Puis c'était super important, puis je le savais qu'avec cette exposition-là, puis ça avait vraiment été super bon, là, un grand, pas pire succès. Là, un pas pire succès. Je pensais que j'aurais pas de tableau. Elle les vendait à mesure, puis là, je faisais, arrête tes ventes, ou bien, dis-leur, ils sont vendus, mais j'en ai besoin, là, tu sais, là. Parce que quand on a parlé du projet, t'en avais pas beaucoup, il n'y avait pratiquement rien. Puis elle m'avait dit, je vais y arriver, je vais être capable de faire le nombre de tableaux que ça prend, puis tout ça, tu sais. Je me souviens, la directrice, après ça, m'avait dit, ça te stresse pas, ça t'insécurise pas, tout d'un coup, qu'elle y arrive pas, tu sais. Je dis, non, elle va y arriver, je sais qu'on va l'avoir, tu sais, là. Puis c'était vraiment, mais t'as travaillé fort en tabarouette. Mais ça, j'ai jamais eu peur de travailler fort, tu sais. Puis ça, je pense qu'il faut savoir que peindre, c'est pas
pas une job de fantaisie dans le sens que je travaille vraiment fort, puis je fais des longues journées, puis je suis vraiment engagée, puis je suis super dédiée, puis j'ai de la peinture partout, puis oui, mais sauf que en même temps, c'était tellement stimulant de faire ça. Puis t'étais une des seules, en tout cas, tout le monde me dit qu'apprécie quand on va emballer les tableaux, parce que nous, on fait le transport, tout ça, on va emballer les œuvres, puis ça, elle, là, toi, en tout cas, t'étais déjà épuisée de toute l'énergie que t'avais mis. Fait que, c'est la première fois que quelqu'un nous disait, c'est tellement un beau cadeau que vous nous faites de venir emballer les tableaux, puis qu'on n'ait pas besoin de se préoccuper de ça, là, tu sais, là. Sa mère, il avait appris une chose, c'est de dire merci, d'être reconnaissant. Ouais. Ah, mais ça, si on faudrait, bon Dieu, il faudrait se l'enseigner. Même aux adultes, l'enseigner aux adultes, savoir remercier, là, je disais, hey, merci, c'est vraiment cool, j'apprécie. Parce que Oprah, ça le dit, hein, puis ça, c'est quelque chose. Tout le monde, on veut toujours savoir, j'ai-tu été correct? J'ai-tu fait une différence? Tu veux savoir, est-ce que j'existe vraiment? Puis quand on dit merci, c'est que je prends le temps, je m'arrête, je te dis merci. Puis pour ton travail que tu as fait, pour venir nous aider, tu sais, c'est tellement facile à faire en plus, tellement newfie qu'on ne le fasse pas plus, là. C'est vraiment facile à faire, puis c'est vraiment le fun, puis les résultats sont super intéressants. Mais souvent, je pense qu'on est trop axé, on est trop pris dans nos affaires. Ça va tellement vite. Puis la pandémie, ça l'a fait ça aussi. Ça l'a quand même ralenti un peu. Là, fait que ça nous donne le temps de penser, de le dire, le merci. Oui, puis je pense peut-être à tort que des fois, c'est comme si quand on disait un merci, c'est comme on cède quelque chose. On est souvent dans des lieux de pouvoir, puis quand tu dis merci, puis aïe, je capote, merci tellement de m'avoir aidé. C'est comme si, tout d'un coup, il y a comme un lieu où là, tu te retrouves peut-être en bas ou à remercier l'autre qui sera en haut. Puis c'est comme si on nous avait enseigné que dire merci profondément, t'as vraiment fait une différence. C'est comme si on se plaçait dans un état de subordination quand c'est pas du tout ça. C'est crime. Ton travail, il était écœurant. Ça a fait une différence. Je t'ai épuisé, t'as fait une différence. Merci. Ben, moi aussi, ton travail avait fait une différence. Laisser sa trace, est-ce que c'est important? Je n'avais jamais pensé. Faire une différence. Sentir que j'ai participé un peu à changer le monde, que je me couche à la fin de ma vie, puis je fais yes, je sais que j'ai participé à quelque chose de plus grand que moi. Mais dernièrement, j'ai eu à comprendre, est-ce que je m'identifie pas à tout ça. Le jeu, là, tu sais, c'est pas ça. Mais participer à quelque chose de plus grand, ouais. Laisser une trace, participer à cette trace-là, définitivement. Oui, vraiment. Moi, j'ai envie de te dire vraiment wow, Adèle. Merci de tout ce partage-là. C'était vraiment très généreux. une belle conversation. Merci.